pour votre intérêt. Je suis vraiment très heureux de voir cette sable comble. Très bien. Donc, Monsieur Baptiste Laurolillo, on est vraiment très heureux que le RCT s'intéresse autant à la mer et effectivement et cette initiative. Et donc, dans le cadre de la FMS, effectivement, on est associé à cet événement. Et je vous laisse juste quelques minutes pour nous parler de ce sujet, à ce public intéressé par le milieu maritime. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Très brièvement, ça a été un petit peu décrit dans la vidéo. L'objectif qu'on a à travers ce projet-là, qu'on a nommé Neptunalia, parce qu'il va se ponctuer par un forum qui aura lieu ici au Palais Neptune. On n'est pas toujours très créatif, mais on a le mérite d'être engagé. Ça repose sur 3 choses, donc on l'a dit, des actions concrètes de sensibilisation, de terrain, mais surtout, voilà, je voulais mettre un point d'orgue sur ce forum qui aura lieu le 21 mai prochain ici même, où on va réunir, justement, on est en train de construire ces réunifications à travers des industriels, à travers des entreprises, à travers des institutions, des associations, pour essayer de multiplier les points de vue. C'est un peu l'esprit des RSMED d'ailleurs, et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est inscrit dans cette démarche-là. Donc on espère vous y voir nombreux évidemment, avec évidemment une portée plus environnementale que géopolitique et stratégique comme c'est le cas aujourd'hui. Mais encore une fois, un grand merci pour cette petite tribune que vous nous laissez, et puis on aura hâte de vous y voir et de vous voir avant à Mayol bien évidemment. Très bien, merci beaucoup pour cette très belle initiative. Très bien, écoutez, merci à tous. Je suis vraiment confus pour toutes les personnes qui sont debout. Je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de succès, mais on vous remercie pour cet intérêt. Ce qu'on doit dire, effectivement, ce sujet des fonds marins, si on parle effectivement d'accélération de l'histoire et des événements, dans le domaine des fonds marins, on vit effectivement une accélération assez incroyable de la manière dont on percevait ces fonds marins, mais aussi des technologies. Donc l'arrivée de très nouvelles technologies dont on va parler rendent accessibles les fonds marins, mais c'est actuellement effectivement qu'on est en train de découvrir qu'il y a de nouveaux enjeux environnementaux, on va en parler, lesquels notre génération nous parlait beaucoup de nodules polymétalliques, c'était l'avenir et autres, mais aujourd'hui il y a une remise en cause, il y a une question environnementale, on va en parler, est-ce qu'elle est justifiée, pas justifiée? Et puis les fonds marins, c'est aussi des enjeux de crise avec de nouvelles menaces dans notre monde qui est en crise globale. Au résultat, on est un peu perdu, donc vous avez bien fait de venir à cette table ronde. Est-ce que cette table ronde va nous permettre de répondre à toutes ces questions? On va voir, et puis on espère que le système Slido nous aidera à trouver les bonnes questions. Donc pour cette table ronde, j'ai le plaisir de vous présenter parmi certains de nos plus grands experts français des fonds marins. Bon, il y en a d'autres dans la salle là, que je vois. On ne peut pas faire intervenir tout le monde, évidemment. Tout d'abord, je voulais effectivement présenter Monsieur l'ambassadeur Olivier Guillon-Varche, qui est ambassadeur de France en Jamaïque, mais surtout, c'est lui le représentant permanent de la France auprès de l'autorité internationale des fonds marins, dont il nous parlera un petit peu. Et lui, il connaît vraiment très bien Montego Bay, non seulement en droit, mais il y habite aussi. Donc ça, c'est un vrai privilège à mes yeux. Donc un homme important pour cette raison, mais aussi parce qu'il a été directeur du droit de la mer au ministère des Affaires étrangères. C'est pour ça que nous avons eu l'occasion de bien travailler en France. Mais aussi, il a une particularité. Quand il a quitté ses fonctions, je lui ai demandé où il allait. Il m'a dit, je vais être consul général de France à Wuhan. À cette époque-là, Wuhan, ça ne nous disait pas grand-chose. Et il m'a dit, c'est juste une petite ville de 24 millions d'habitants. Et puis, c'est lui qui était en première ligne de la crise du Covid, et donc qui a géré toute cette crise du début à la fin. Mais ça ne fait pas partie du sujet d'aujourd'hui, peut-être en aparté. J'ai aussi le plaisir de vous présenter le docteur Nicolas Mazuki, qui est directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine. Il est docteur en géoéconomie et il a fait une thèse portant sur l'énergie, ce qui rend encore sa présence encore plus intéressante. Et puis il y a 2 hommes qui m'impressionnent beaucoup par leur grand parcours scientifique. C'est monsieur Alain Fidani, donc, qui est le directeur recherche et innovation chez Excel, donc la fusion de ECA et de XBlue pour ceux qui n'avaient pas suivi.
Alors lui, c'est toute une carrière tournée vers la mer et la robotique sous-marine, et un de nos grands ingénieurs dont nous sommes si fiers, ingénieur de l'ESTA. Et puis, il y a pour finir l'homme qui, sur cette table ronde, a vécu le plus longtemps sous la mer, c'est Marc Delorme, puisque ingénieur de l'école navale, il a fait une grande carrière de sous-marinier. Il a commandé un sous-marin nucléaire d'attaque, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, mais il a fait une très belle reconversion chez Thales Underwater System, où il est désormais directeur de l'équipe projet intégré, lutte sous la mer autonome et surveillance des fonds marins. En fait, aujourd'hui, tu es aussi le patron des drones sous-marins chez Thales. Voilà pour cette introduction. Le temps étant compté, on va entrer tout de suite, effectivement, maintenant dans les débats. Et donc, la première question que je souhaitais poser, c'était à monsieur l'ambassadeur Olivier Guyon-Var. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec l'appel récent de la France à l'élargissement de la coalition contre l'exploitation minière des grands fonds marins, est-ce qu'on a un grand tournant de ce projet qui datait des années 70, monsieur l'ambassadeur? Bonjour. Bonjour. Près du micro. Vous m'entendez ? Bien. Près de la bouche, bonjour à toutes et à tous. Bonjour cher Thierry, merci pour ton invitation. Quand tu m'as invité, j'ai absolument voulu venir. D'abord pour communiquer, puis ensuite j'estime que j'ai toujours voulu faire du droit de la mer avec des bottes en caoutchouc. C'est-à-dire que le droit, c'est la mise en ordre du réel, et pour essayer de mettre en ordre du réel, il faut essayer de le connaître un petit peu. Alors malheureusement, j'ai pas eu le privilège d'être un émule du capitaine Nemo, mais enfin bon, il y a des gens qui ont écrit des livres sur Louis XIV et qui ne l'ont jamais rencontré non plus, donc on peut quand même y arriver. Alors comme tu l'as dit, effectivement, l'exploration des grands fonds marins, on a découvert ces fameux nodules polymétalliques à la fin du 19e siècle. On s'y est beaucoup intéressé dans les années 60 et 70 et on pensait qu'on allait trouver là les ressources des minéraux pour les années futures. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. La convention de Montego Bay est arrivée par là-dessus, signée en 82, mais entrée en vigueur seulement en 1994. Et cette convention crée une organisation internationale indépendante. Je le dis parce que chaque fois que je le vois dans la presse, ça m'énerve. L'autorité internationale des fonds marins n'est pas une agence des Nations Unies, c'est une organisation internationale indépendante avec 197 États partis, un secrétaire général, etc. Et donc il y a son siège à Kingston, pas à Montego Bay. C'est la partie Kingston, c'est moins chic que Montego Bay à Kingston, et qui est entré en fonction en 96. Cette autorité des fonds marins a un mandat juridique sur le fond des océans et leur sous-sol, et sur les ressources minérales qu'on y trouve, solides et liquides. Alors aujourd'hui, liquide, on n'en parle pas, c'est trop loin pour exploiter le pétrole, liquide et gazeuse. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, elle s'occupe des ressources minérales qui sont les nodules polymétalliques, qui sont encore une sorte de boules de pétanque qui sont posées sur les grandes plaines abyssales, notamment la zone de fracture de Clarion-Clipperton dans le Pacifique Sud, où c'est le plus riche, mais il y en a aussi dans l'océan Indien. Les sulfures polymétalliques, qui sont en fait d'anciennes cheminées, des fumeurs noirs éteints, on ne va pas essayer d'exploiter ceux qui sont actifs, mais les fumeurs noirs éteints, et puis les encroûtements cobaltifères, qui sont une sorte de croûtes qui font 30 à 45 cm d'épaisseur que l'on trouve sur les fonds marins. Et toutes ces ressources minérales sont extrêmement riches en minéraux, et notamment en terres rares, ces fameuses terres rares dont nous aurons besoin pour la transition écologique, et qui aujourd'hui sont contrôlées à 85-90% par un État dans le monde, la Chine, qui est à la fois un partenaire mais aussi un rival stratégique. Donc c'est intéressant philosophiquement de s'imaginer qu'on a là sur plus de 50% de la surface du globe des ressources minérales absolument considérables. Je dis 50% de la surface du globe parce que c'est la zone avec un grand Z, qui là ne veut pas forcément dire Zorro, mais qui veut dire les zones au-delà des juridictions nationales. Donc on est au-delà des zones économiques exclusives, au-delà des 200 000 marins en haute mer. L'histoire s'est accélérée effectivement, puisque dans les années 2000, l'autorité des fonds marins a adopté les codes d'exploration,
code d'exploration des ressources minérales de la zone. Nous avons démarré avec la protection de l'environnement marin. Alors nous sommes dans la salle Rému, je ne vais pas vous feindre le cœur, puisque l'exploitation n'a toujours pas commencé. L'exploitation de ces ressources minérales n'a pas commencé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les technologies pour aller les ramasser sont à peine matures. Une entreprise de Metal Company a réalisé un test minier en grandeur nature, mais c'est quand même assez compliqué techniquement d'aller ramasser des nodules à 4 à 5 000 mètres de fond, de les faire remonter sur la colonne d'eau, de les laver, etc. C'est encore plus compliqué de le faire de manière respectueuse dans l'environnement. Donc les technologies aujourd'hui sont à peine matures. Et puis surtout, juridiquement, on n'a pas encore de code minier. Nous n'avons pas achevé au sein de l'autorité des fonds marins la rédaction de ce code minier. Si ce code minier arrive à maturité, ce sera historique. Ce sera la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une activité qu'une activité est régulée avant d'avoir démarré. L'agriculture, la pêche, la chasse existent depuis le néolithique, et c'est seulement il y a très peu de temps qu'on a régulé ces activités. Là, on est en train de réguler une activité avant même qu'elle ne démarre, donc voilà. On peut avoir une espérer que cette activité sera régulée de manière raisonnable. Ensuite, il y aura nécessairement des atteintes à l'environnement. Alors, ce code minier, on travaille vraiment aujourd'hui article par article, mot par mot. Le conseil de l'autorité se réunit 3 fois par an maintenant, depuis 2 ans et demi, pour travailler sur ce code. Donc, il est très avancé aujourd'hui. Au sein de l'autorité, il y a plusieurs lignes de fracture politique sur cette future activité. La majorité des États du Conseil, c'est 36 membres, les États du Conseil de l'autorité, 36 membres qui sont choisis, cooptés en fonction de leur intérêt sur ces ressources minérales. La quasi-unanimité, l'unanimité, c'est-à-dire que lors de la réunion de juillet dernier, nous avons adopté 2 décisions notamment extrêmement importantes, c'est qu'il n'y aura pas d'exploitation sans code minier achevé et suffisamment protecteur dans l'environnement. Ça, c'est la première chose. Certains avaient peur que cette activité ne démarre avant même que nous ayons pu rédiger le code minier. Il y a eu un consensus là-dessus. Pas d'exploitation sans code minier, et ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a une coalition, tu l'as évoqué, Thierry, de 21, 22 États. Alors, ça change régulièrement, puisque le Royaume-Uni vient d'annoncer, là, il y a une semaine, qu'il se ralliait à l'idée d'un moratoire. Donc, il y a une coalition qui a été lancée par la France et dont la France a pris la tête pour établir au minimum un moratoire ou pose de précaution. Alors aujourd'hui, ce sont des termes qui ne sont pas forcément juridiques et chacun y met un petit peu ce qu'il veut. L'idée, c'est pose de précaution, c'est ça, c'est-à-dire pas d'exploitation avant qu'on n'ait pas rédigé un code minier, et surtout avant qu'on ait de certitudes scientifiques. C'est là où c'est passionnant d'être avec vous, c'est-à-dire de voir comment on va pouvoir acquérir ces données scientifiques, tant qu'on n'aura pas de certitudes scientifiques pour démontrer que cette activité pourra se faire dans le respect de l'environnement. Moratoire, alors un moratoire, ça peut être la même chose, ou alors ça peut être, on va dire, on n'exploite pas avant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est le langage que tiennent les ONG notamment. La France est allée beaucoup plus loin, puisque l'an dernier, lors de la COP climat de Sharm el-Sheikh, le président de la République a annoncé que la France était en faveur de l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. Les juristes ensuite vont me dire comment interdire quelque chose qui est autorisé par la Convention de Montego Bay et pour laquelle un grand nombre d'États ont rallié Montego Bay parce qu'il y avait justement cette possibilité d'exploiter, notamment les États en développement, puisque ces ressources minérales sont placées sous le régime juridique de patrimoine commun de l'humanité. C'est pas bien commun de l'humanité, attention. On a dit l'océan bien commun de l'humanité, ok. Mais patrimoine commun de l'humanité, patrimoine c'est quoi? C'est des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est des dollars. C'est-à-dire que si un jour on exploite, une partie des bénéfices de l'exploitation devra être reversée, partagée avec les États en développement et les États les plus défavorisés dans le monde. C'est vraiment l'esprit de la Convention rédigée dans les années 70. Donc, il y a aussi des États du G77, des États en développement, qui sont en faveur de l'exploitation parce qu'ils auront ce droit d'en partager les bénéfices. Donc,
dans ce sens, et l'idée du président de la République, c'est de dire que, il est trop tôt pour envisager une activité potentiellement destructrice de l'environnement. On ne voudrait pas que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, le débat qu'on a aujourd'hui sur les lost and damage, la création de ce fonds qui est demandé par les États en développement, notamment pour faire face aux effets du changement climatique, que ce débat émerge de nouveau. On n'a pas suffisamment de connaissances scientifiques sur les impacts environnementaux. Nous sommes dans des zones où, si j'ose dire, comme dirait l'autre, la main de l'homme n'a jamais mis le pied. C'est-à-dire que les fonds marins sont encore extrêmement méconnus. On dit qu'ils sont moins connus que la Lune. C'est pas tout à fait vrai, mais enfin bon, on peut en discuter. Donc il y a trop de dangers, il y a trop d'incertitudes pour envisager sérieusement de se lancer dans cette activité nouvelle. Très bien, voilà. Merci beaucoup, Pardon monsieur l'ambassadeur. Merci. On va revenir après effectivement sur cette dimension interdiction, moratoire et effectivement conditions d'exploitation. On va en reparler. Maintenant, je voulais effectivement passer la parole à Nicolas Masucchi. Ce qui est intéressant chez Nicolas Masucchi, c'est effectivement sa vision géoéconomique. Et la question que je lui pose, c'est est-ce que effectivement les fonds marins sont de plus en plus convoités et occupés? Est-ce vrai? Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, c'est vrai, mais avec des dynamiques assez particulières et assez différentes. Et pour compléter ce que vient de dire monsieur l'ambassadeur, il y a vraiment cette notion économique, cette notion de rentabilité, cette notion d'intérêt économique qui est au cœur de toute chose. Et aujourd'hui, l'une des raisons, au-delà du droit, sur laquelle bute cette question de l'opportunité éventuelle de l'exploitation minière des fonds marins, c'est la non-rentabilité économique, ou plutôt le fait de dire avant d'aller chercher des choses sous la mer, peut-être faudrait-il les exploiter d'abord à terre. Si on prend par exemple le cas des terres rares, la Chine détient moins de la moitié des ressources mondiales. Le deuxième pays détenteur de ressources, c'est le Brésil, qui ne les exploite quasiment pas. Donc avant effectivement d'aller chercher les nodules polymétalliques, il y aura peut-être un intérêt économique à aller chercher des choses sur terre. Mais pour revenir à cette question on va dire de l'exploitation économique des fonds marins, il faut voir d'abord que premièrement, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Quand on regarde les fonds marins, si on regarde sur la question des câbles de télécommunication, qui est quand même ce qui aujourd'hui est ce qui, j'allais dire, affleure le plus à la surface médiatique, en tout cas, c'est quelque chose d'assez ancien, c'est la fin du 19e siècle, d'abord avec des câbles américano-britanniques, puis transatlantiques, qui d'ailleurs aujourd'hui est toujours la principale zone, on va dire, de développement en termes de volume et de capacité des câbles de télécommunication, mais aussi dans le domaine énergétique. Là aussi, on n'est pas du tout dans une nouveauté, puisque finalement, c'est le milieu des années 70 qui va lancer la grande vague de l'offshore oil and gas, pour une raison simple, c'est qu'on est sur un vrai phénomène géoéconomique, c'est le premier choc pétrolier. Avant le premier choc pétrolier, on ne se pose pas vraiment la question, on va là où c'est le moins cher, là où c'est le plus facile, le moins cher, le plus facile. Raison économique, c'est le pétrole onshore du Golfe arabo-persique, donc des pays de l'OPEP. Et l'une des clés en fait de la diversification de la part notamment des grandes compagnies pétrolières internationales par rapport à ces pays de l'OPEP, ça a été d'aller chercher, un, des pays non OPEP, et surtout, deux, des territoires différents. Le territoire différent qui a été trouvé, c'est la mer. Et à telle enseigne qu'avec un grand développement depuis les années 80, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on regarde la segmentation entre la production pétrolière à terre et en mer, on a eu un plateau de production pétrolière qui à peu près a devenu à la fin des années 90. Et aujourd'hui, en fait, toute la demande croissante qui est satisfaite par de l'offshore, et depuis le milieu des années 2000 à peu près par ce qu'on appelle de l'offshore ultra profond, c'est-à-dire de la production qui se fait à plus de 2000 mètres de profondeur. Donc on a un vrai développement, on a un développement en volume et en variété. Quand on regarde aujourd'hui, sur cette question de l'oil and gas pétrolier, on a commencé dans les années 70 par des choses qui étaient à quelques dizaines de kilomètres des côtes. Aujourd'hui, quand on regarde les grandes exploitations qui ont été débloquées, notamment au niveau du Brésil à partir de la deuxième moitié des années 2000, on est à plus de 150 km des côtes par plus de 3000 mètres de fond avec une rentabilité. Alors, dépendant du cours du baril, mais avec une rentabilité. Et on se rend compte aujourd'hui, quand on va regarder les activités énergétiques en mer, oil and gas qui est la principale, mais aujourd'hui aussi énergie marine renouvelable, avec la question des parcs éoliens, qu'on a un vrai déplacement géographique vers la haute mer et donc vers la profondeur. Et là, c'est une véritable nouveauté, c'est que cette question des fonds marins s'adresse aujourd'hui parce qu'on a des objets sur le fond,
On a de l'exploitation, évidemment, le pétrole et le gaz, ils n'affleurent pas à la surface, il faut aller le chercher dans la croûte, donc il faut aller forer. On a des parcs éoliens offshore qui se déplacent de plus en plus vers le large, avec aujourd'hui des projets qui sont là aussi à largement plus de 100 km des côtes en Europe, donc ça veut dire des objets qui vont être posés sur le fond, des câbles notamment électriques pour faire de la transmission électrique. On a ces câbles de télécommunication qui se développent pas tant, on va dire, en nombre de câbles, même s'il y a de nouveaux câbles qui sont posés, mais surtout en fait en volume transporté par chaque câble. Pour vous donner une idée, le dernier grand câble transatlantique de Google qui s'appelle Dunan, c'est 250 terabits par seconde de débit. Il remplace des câbles qui avaient un débit qui était 25 fois moindre. Pour vous donner une idée. Donc c'est pas forcément qu'on met énormément plus de câbles, mais on met des câbles qui sont beaucoup plus gros. Aujourd'hui, surtout en termes stratégiques, on se rend compte qu'on a cette multiplication des objets qui sont de plus en plus critiques. Un objet qui est assez peu regardé, c'est la question des câbles de transmission électrique et des câbles d'interconnexion électrique. On se rend compte par exemple en Europe qu'on a un vrai foisonnement de ces câbles de transmission électrique sous-marins, notamment sous la Baltique, ce qui a permis par exemple au Danemark de développer de manière très forte son secteur de l'éolien à terre ou en mer. Ça a été le fait d'être interconnecté avec la Norvège notamment, qui permettait de fournir une électricité à des coûts très bas, c'est de l'hydroélectricité, donc en fait avec des coûts de production très très faibles de la part de la Norvège, ce qui a permis au Danemark, justement parce qu'il était interconnecté, de se développer très fortement. On a ce développement de l'interconnexion qui se poursuit de plus en plus profondément, de plus en plus loin, donc on a un nouveau câble qui s'appelle Celtic Interconnector entre la France et l'Irlande, on se rend bien compte là aussi qu'on est sur un câble très long. On a des projets de câbles qui commencent à dépasser justement l'Union européenne, aussi, par exemple, en Méditerranée orientale, avec le projet de l'Eurasia Interconnector, entre la Grèce, Chypre et l'Égypte. Donc on a vraiment ce foisonnement d'objets. On a aussi, dans le domaine numérique, des acteurs qui maintenant se disent, est-ce qu'on ne pourrait pas immerger des data centers, notamment pour des questions de refroidissement. Donc on est, pour moi, à la fois sur un développement des activités dans les fonds marins, mais surtout, et c'est peut-être là la clé, un développement des infrastructures critiques. L'énergie, c'est une infrastructure critique, les télécommunications, c'est une infrastructure critique. Donc on est sur un développement de la criticité des fonds marins, au-delà de l'aspect purement économique, si on le prend vraiment du point de vue stratégique, et selon moi, c'est vraiment le grand événement de ces 5-10 dernières années, c'est cet aspect de plus en plus critique pour les sociétés. Très bien, bah écoutez, c'est extrêmement intéressant. Du coup, Alain Fidali et Marc Delorme, c'est un monde incroyable qui est en train d'arriver. Alain Fidani, justement, quelles sont les conséquences de toutes ces avancées technologiques, alors en termes de, je dirais, d'outils qui vous permettent, vous, de développer des gammes, et quelle est cette gamme que vous êtes en train de développer, et quelles sont les ruptures technologiques que vous êtes en train de constater chez XL? Bonjour à toutes et à tous, merci Thierry, je suis vraiment ravi de participer à cette table ronde, et je remercie. On va envoyer la vidéo en fond. Vous voyez la vidéo en fond, en fait, qui sera en fait une vidéo muette, mais qui donnera une illustration de mes propos. Vous y verrez en fait deux engins autonomes, un engin de surface qu'on appelle le Drix et un engin de sous-marin qui s'appelle la 18. Voilà. Donc c'est deux engins qui collaborent ensemble. Voilà. Donc, pour revenir à la question, Thierry, là, je voudrais d'abord peut-être dire quelques mots d'introduction sur la société Exail, oui. Pas par souci de narcissisme, mais c'est parce que ça illustre, on va dire, le sujet de notre table ronde, et à travers l'expérience que nous on a pu avoir ces 10 dernières années, de voir effectivement cette accélération dont tu parlais en introduction au niveau de l'utilisation des systèmes autonomes. Donc Exail, très rapidement, c'est un nom nouveau, mais qui est en fait l'héritière de deux sociétés que vous connaissiez auparavant sous le nom d'Eka et d'Xploo. Et effectivement, fort de cette association, de ce rapprochement, on peut considérer que Exail est aujourd'hui un leader de niveau mondial dans le domaine de la robotique et des systèmes autonomes pour les applications maritimes. Aujourd'hui, Exail, c'est une ETI française high-tech de 1500 personnes, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 250 millions d'euros, dont 80% est réalisé à l'export. En termes d'ancrage régional, puisqu'on est sur les RSMed, on a à peu près 500 personnes qui travaillent sur la région, avec un centre important à Toulon, mais également une antenne à Sifour, un autre centre important à La Ciotat, et également une entité à Marseille. Voilà, donc l'implantation d'Exail en région sud. On a 4 pôles principaux, photonique et quantique, navigation, aéronautique et terrestre, et bien sûr système maritime,
système maritime autonome, et c'est donc l'objet de la table ronde d'aujourd'hui. Donc je vais m'attarder un petit peu sur ce pôle. Au niveau de ce pôle, on développe des technologies en fait qui répondent à différents marchés de la défense, mais également marché civil dans le domaine de l'océanographie, de l'hydrographie, des missions scientifiques, et également des missions industrielles pour répondre aux besoins des industries que vous venez de citer, à savoir oil and gas et surtout les secteurs émergents des énergies marines renouvelables. Et ce qu'il faut noter chez Excel, en fait, la particularité qu'on a, c'est aussi la dualité. C'est-à-dire qu'en fait, les solutions que l'on développe aujourd'hui au niveau des systèmes autonomes, ce sont des solutions duales qui peuvent être aussi bien utilisées dans le domaine de la défense que dans le domaine civil. Et ça nous donne effectivement la possibilité de capitaliser finalement sur un socle technologique commun et d'avoir des fertilisations croisées. Et ce qui est important aussi, ça a été cité et dit en session plénière, on est dans une époque où les menaces sont hybrides. Donc effectivement, la capacité à développer des systèmes duaux est également importante pour résoudre cette équation. Et puis enfin, ce qu'il faut noter, c'est l'intégration verticale de Excel dans sa chaîne de valeur technologique. On part du composant en allant vers l'équipement, le vecteur, le système de système. Donc on a toute cette chaîne-là, et cette chaîne-là en fait nous permet d'optimiser à la fois les performances, la compétitivité pour nos clients, et c'est aussi pour la France finalement quelque part un gage de souveraineté. Voilà, donc un petit peu ce qu'on pouvait dire en introduction sur la partie Excel. Maintenant, pour répondre à la question, je dirais que nous, ce qu'on vit, c'est vraiment une accélération incroyable en termes de marché, alors qu'il y a quelques années en arrière, on était sur des ventes de systèmes autonomes de quelques unités par an. Depuis maintenant 3-4 ans, les choses s'accélèrent vraiment rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a la concomitance, on le disait, donc de l'intensification, on va dire, des activités humaines en direction des fonds et des grands fonds. Je ne vais pas y revenir, ça a été effectivement très bien dit. Et puis, finalement, de manière concomitante, une maturité technologique suffisante qui permettent désormais à nos clients de réaliser des opérations opérationnelles concrètes et commerciales, de répondre à leurs besoins et d'apporter surtout des gains très significatifs. Des gains en termes de performance, des gains en termes de qualité des données collectées, des gains en termes de coûts d'exploitation et de coûts de possession, ce qui permet à nos clients de plus fréquemment aller en mer, de plus fréquemment collecter des données, et ce, avec un impact environnemental qui est très réduit par rapport à des solutions plus classiques. Voilà. Donc tout ça fait qu'effectivement, on sent une accélération, et je voudrais simplement finir par 3 exemples un petit peu emblématiques qui illustrent ces propos. Un premier exemple que certains connaissent dans la salle, mais que je vais redire, parce qu'il y a un joueur de personnes diverses et variées, de jeunes. Donc je vais effectivement revenir sur le contrat belgo-néerlandais qu'on a gagné avec notre partenaire Naval Group il y a maintenant 4 ans, en 2019, mais qui est vraiment emblématique. C'est pour moi, en tout cas, on considère que c'est peut-être, sans prétention aucune, le plus grand contrat de robotique dans des milieux difficiles au monde, pas simplement application marine, mais au monde, parce que dans le cadre de ce contrat-là, Naval Group fournit les plateaux, c'est-à-dire les bateaux, pour notre client belge et néerlandais, et nous on fournit les toolbox, c'est-à-dire en fait l'ensemble des drones qui vont réaliser des missions complexes de déminage, c'est-à-dire détection, classification, identification et neutralisation des mines, tout en restant en fait à distance au niveau des équipages, donc une question de sûreté, et également une possibilité de paralléliser finalement les tâches, et donc d'exécuter ce type de tâches beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Et ça représente plus d'une centaine de drones que l'on va livrer à partir de 2026 et jusqu'en 2030 à nos clients. Donc, vraiment un volume qu'on n'avait jamais connu auparavant. Et on a d'autres affaires qui sont en cours et qu'on espère qui vont se concrétiser l'année prochaine et les années qui viennent. Deuxième exemple, on le voit, c'est le Drix, donc c'est le véhicule rouge de surface, qui est un véhicule donc complètement autonome, qui peut être piloté depuis un centre à terre par liaison satellite, qui a des capacités de navigation incroyables, une très bonne stabilité, une gondole qui lui permet d'intégrer toute une panoplie de capteurs, imagerie acoustique, sondeurs multifaisceaux, capteurs physico-chimiques, etc., et qui remplit donc toute une série de missions à la fois scientifiques, océanographiques, hydrographiques, de défense, industrielles, etc. Et dans les 3-4 dernières années, on en a vendu plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine, il y a des clients prestigieux dont on est assez fiers. Par exemple, Ocean Infinity, je pense que pas mal de personnes connaissent cette société dans la salle. Des sociétés comme Oceaneering, qui est un leader de l'intervention sous-marine dans le domaine pétrolier, ou encore des institutions scientifiques comme la NOAA aux États-Unis. On en a vendu 2 encore récemment. Voilà, donc là aussi une accélération. Et puis enfin, je voudrais mettre en avant aussi, parce qu'on parle de grands fonds, notre collaboration historique avec l'Ifremer depuis plus de 40 ans. Alors c'est vrai que des fois on parle des grands fonds, on a l'impression que c'est nouveau, mais ça fait finalement plus de 40 ans
On travaille avec l'IFREMER. On avait commencé dans les années 80 avec les Polars, premier AUV, autonome, grande profondeur d'eau, 5000 mètres, capable de prendre des photos sur les plaines abyssales à plus de 5000 mètres de profondeur. Mais aujourd'hui, l'actualité, c'est l'ULIX. Oui. C'est l'ULIX, donc c'est le nouveau-né de la flotte océanographique française. C'est une collaboration entre l'IFREMER et Exsail. Ça nous a permis de développer un engin aux caractéristiques assez exceptionnelles, qui peut aller donc à 6000 mètres de profondeur, qui peut faire du vol stationnaire, s'approcher au plus près d'objets d'intérêt, et qui peut aussi embarquer toute une panoplie de capteurs. Ce véhicule est en phase de qualification, on est pratiquement arrivé à la fin. On l'a livré en décembre 2020, et encore dernièrement, au mois de septembre, il a fait une mission qui lui a permis d'atteindre la fameuse profondeur de 6000 mètres au milieu de l'océan Atlantique. Et donc ça, c'est la dernière réalisation emblématique que je voulais illustrer aujourd'hui en propos liminaire. Ouais, j'ai eu la chance de le voir à l'IFREMER, cette Ulysse. Effectivement, c'est impressionnant de technologie. Alors, Marc Delorme, comment vivez-vous aussi cette accélération technologique? Quels sont les produits qu'offre et désormais Thales dans ce domaine, effectivement, des engins sous-marins, et comment voyez-vous l'évolution, Marc? Très honoré également d'être ici et d'avoir cette opportunité de parler un peu de nos activités de Thales dans ce domaine-là. On peut passer la vidéo de d'échanger. Thales derrière. Très Voilà. générique, donc vous verrez pas grand-chose sur le sujet. Thales, c'est un grand groupe que vous voyez là de 80 000 personnes. Moi, je représente la petite entité qui est pas loin d'ici, à Sophia Antipolis, dans le 06, et qui est dédiée au domaine sous-marin et à l'acoustique sous-marine. Donc, depuis plus de 60 ans, on opère dans ce domaine-là, dans le volume et sur les fonds. On est assez complémentaires, je dirais, de ce que Exsail présentait, en ce sens que nous, Thales, on se positionne pas sur les plateformes. On se positionne sur les senseurs, le traitement de la donnée issue de ces senseurs et les missions et l'autonomie de mission qui sont liées à ces senseurs-là. Donc typiquement sur le programme dronisé justement de guerre des mines de la Marine nationale française, dont Thales fait l'ensemble du système, on utilise les véhicules d'Exsail sur lesquels Thales positionne ses senseurs et en fait le traitement. Donc les senseurs aujourd'hui qui nous permettent de mieux comprendre le volume et les fonds marins, c'est encore beaucoup de l'acoustique. Pour les physiciens parmi vous, l'acoustique reste le principal vecteur d'information sous l'eau. Vous savez que l'électromagnétisme pénètre très mal, voire pas du tout, dans le milieu marin. L'optique est rapidement atténuée. Donc si on veut chercher de la distance et faire circuler de l'information, c'est encore beaucoup de l'acoustique. Cette acoustique, donc, elle se traduit dans les senseurs qui aujourd'hui explorent par l'imagerie acoustique. Vous en avez vu quelques images sur la vidéo Exsail. Pour ceux qui n'ont pas encore bien ces notions, l'imagerie acoustique, vous la connaissez tous à l'hôpital quand vous faites de l'échographie médicale. C'est de l'imagerie acoustique. Donc, dans les fonds marins, on l'a fait un peu moins précisément, mais quand même, pour vous rendre compte, aujourd'hui, on a une précision du pixel de l'ordre de 1,25 cm par 2,5 et sur des fauchés de 300 mètres de large. Donc c'est à la fois beaucoup, à la fois rien du tout quand on compare ça à l'échelle de l'océan. Si on fait des fauchés de 300 mètres, même à 8 nœuds, ça fait quand même pas beaucoup de kilomètres carrés à l'heure, à l'échelle des millions de kilomètres carrés qui restent à explorer. Malgré tout, c'est une définition aujourd'hui assez précise, avec des vues en 3 dimensions, sous différents angles de chaque pixel de la pression dont je vous parle, qui permettent de recréer du traitement de la donnée à l'issue, pour recréer des objets en 3 dimensions et appliquer dessus tout état de traitement intelligent dont je vais reparler après. Nous, on se concentre beaucoup à Thales sur cette imagerie. Il y a beaucoup d'autres senseurs aujourd'hui, issus de l'innovation, qui peuvent s'ajouter sur ces véhicules. Alain en a parlé. Il y a de l'imagerie électromagnétique qu'on ne fait pas nous, mais que d'autres font très bien, qui commence à donner des bonnes précisions, c'est-à-dire on recrée une image par ces perturbations du champ électromagnétique de l'engin qu'il arrive à créer sur quelques mètres ou dizaines de mètres autour de lui. La vidéo que vous imaginez bien, qui a maintenant de la très haute définition, mais qui a une portée limitée dans ses fonds, même avec un éclairage puissant, c'est de l'ordre de quelques mètres ou quelques dizaines de mètres selon la turbidité de l'eau. Il y a aussi tous les senseurs du monde scientifique qui sont là pour mesurer des paramètres précis. Là, je ne vais pas détailler, mais ils sont largement développés. Donc tous ces senseurs-là aujourd'hui,
je pense, ont atteint un niveau de performance qui permet de se rendre compte d'une bonne connaissance et une bonne appréhension de paramètres physiques dans le volume et dans les fonds, mais avec des portées de détection et de récupération d'informations qui restent relativement réduites au regard des enjeux de ces millions de kilomètres carrés de connaissances. Donc ces senseurs aujourd'hui qui servent le monde industriel, le monde scientifique et la protection défense, on les retrouve effectivement beaucoup sur des véhicules mobiles, on les retrouve aussi sur des installations fixes, hein. Dans l'exploration des fonds marins, ne pas oublier les installations fixes. Je ne parle pas que pour de la défense, mais typiquement l'Ifremer, là, dans l'émission France 2030, équipe le volcan de Mayotte de tout un réseau optique, de capteurs optiques pour numériser l'évolution du volcan à Mayotte. Donc il y a aussi beaucoup de choses en réseau fixe qu'on arrive à mettre au fond aujourd'hui. Après ça, effectivement, pour aller dans les fonds ou les grands fonds, le mobile est intéressant et le mobile inhabité est très intéressant parce que ce milieu des grands fonds est compliqué à atteindre et assez hostile pour l'homme. Donc on y met volontiers du mobile et du mobile inhabité, d'où l'importance des drones aujourd'hui qu'on veut utiliser pour y aller. Mais si on parle de drones pour aller dans les grands fonds, on sort tout de suite à la difficulté de cette propagation électromagnétique dont je parlais. Et donc les communications sont un vrai problème pour l'essor de ces drones sous-marins et donc pour cette exploration des grands fonds. Donc il ne faut pas voir que le triptyque communication, il faut voir pas que les communications, mais le triptyque communication, autonomie et temps réel. Et en fait, c'est sur ces trois paramètres qu'on va jouer pour approcher la définition de l'engin et des systèmes qu'on veut y mettre. Je veux dire par là que pour un besoin industriel, un champ d'éolien qui a besoin de faire un survey de son terrain pour y poser ses mâts, on sait très bien faire aujourd'hui. On envoie des drones qui vont faire un survey préprogrammé, il n'y a pas d'inconnu. S'il y a un problème, ils remontent à la surface. Il n'y a pas de temps réel, il n'y a pas de problème de com. On enregistre, on dépouille sans obligation de délai derrière. Pour le monde scientifique, c'est un peu pareil. On arrive à faire beaucoup de missions aujourd'hui avec tout un tas de senseurs que je viens de citer et où on déroule la mission préprogrammée. Et pareil, si on se trouve face à l'imprévu ou à des choses compliquées, l'engin remonte et on interrompt la mission et on la recommence ultérieurement. Les choses deviennent beaucoup plus compliquées si on veut aller vers le temps réel. Et là, vous pensez tout de suite à des missions plus opérationnelles. Parce que le temps réel oblige soit à des communications, c'est-à-dire qu'on voudrait téléopérer les engins en permanence et donc ramener le flux d'informations vers l'homme ailleurs et donner à l'homme la capacité de piloter son engin. Donc il faut un flux de communication important dans les deux sens. Et ça, le milieu marin l'autorise pas à cause de l'électromagnétique. Donc les communications, je l'ai dit, qui passent le mieux, c'est encore l'acoustique. Et l'acoustique, même si on arrive à des grandes distances, on arrive à des faibles débits. Donc il y a un problème de débit de distance dans les communications acoustiques et ça reste malgré tout le vecteur principal. On peut faire de la communication optique sous l'eau, du laser, mais c'est à très courte portée. On peut faire de la communication électromagnétique à quelques mètres sous l'eau, mais c'est du faible débit, etc. Donc ce problème des coms sous l'eau devient primordial pour l'essor des engins d'exploration des grands fonds. Et du coup, si on n'arrive pas à établir ce lien de communication, l'autonomie devient une nécessité. C'est pas un choix ou un plaisir, je dirais, d'aller faire de l'autonomie pour l'exploration des grands fonds. C'est la nécessité due à cette difficulté de communication. Et du coup, l'autonomie, maintenant, c'est ça l'enjeu dans cette exploration. Si on veut multiplier les moyens, leur donner plus de moyens de réactivité au fond, parce que si vous envoyez un engin à 6000 mètres et qu'il faut qu'il remonte 6000 mètres à chaque fois qu'il y a une instruction ou une data à échanger, ça va pas être très efficace. Donc il va falloir donner beaucoup d'autonomie à ces engins, et c'est ça le challenge actuel sur lesquels on est tous. Et typiquement, sur cette imagerie acoustique que je citais tout à l'heure, avec cette précision qu'on a aujourd'hui, les engins aujourd'hui sont capables tout seuls de classifier l'image en décidant que c'est tel ou tel objet, parce qu'ils ont appris avec les techniques d'intelligence artificielle en particulier. Ils sont capables de revenir sur un point pour re-réaliser une prise de vue différente parce qu'ils ont décidé que la prise de vue en valait la peine.
Ils sont capables de recaler leur navigation en reconnaissant d'une passe à l'autre l'écart de passage à quelques centimètres près du passage qu'ils ont fait peut-être des mois précédents au même endroit. Ils sont capables de faire de recalage de navigation sur des positions connues au fond de l'eau. Donc on passe des étapes très intéressantes là, dans le traitement de la donnée pour rendre ces missions accessibles de manière autonome. Et ça sera ça l'enjeu ensuite pour essayer de multiplier ces moyens et d'augmenter la connaissance. Là, on a esquissé la nouvelle révolution qui est en cours, l'IA. Bon, maintenant, je vous propose effectivement, on va faire 2 séquences de 10 minutes parce que le temps passe très vite et effectivement, je dois réserver la dernière demi-heure aux questions. Si on n'a pas, j'en ai énormément, vous inquiétez pas. Donc, je voudrais d'abord qu'on parle de menaces et après, on parlera d'exploitation des fonds et d'environnement. Le premier point, alors c'est peut-être à nos 2 ingénieurs. Après, je demanderai à Nicolas de nous parler justement de la stratégie de la France sur la protection de ses intérêts. Nos 2 ingénieurs, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en termes de défense, il faut prendre la menace des drones sous-marins au sérieux? On a vécu ce qui s'est passé en Ukraine. Alors, c'est pas forcément des drones sous-marins, c'était des drones navals. Mais est-ce qu'on risque pas d'avoir une surprise stratégique dans ce domaine? Enfin, quel est votre avis là-dessus et comment faire pour la contrer? Tout à fait. Enfin, je pense qu'il faut effectivement vraiment prendre cette menace au sérieux. Et je dirais que les drones, finalement, c'est à la fois une solution, mais aussi effectivement une menace. Une solution parce qu'effectivement, à travers les drones et leur autonomie, on va pouvoir de manière décuplée aller inspecter justement les infrastructures critiques que l'on a décrites, aller pouvoir récupérer aussi peut-être des épaves sensibles qu'on ne voudrait pas voir récupérées par des compétiteurs. Donc tout ça effectivement ça peut être fait plus facilement par les drones et différents types de drones. On peut avoir des drones autonomes pour faire une première passe et faire de la détection. Et puis ensuite, une fois qu'on a repéré l'objet en question, que ce soit une charge, un mouchard ou quelque chose de ce type-là, on peut envoyer dans un deuxième temps effectivement un robot qui sera lui effectivement téléopéré avec des capacités de manipulation et qui viendra pour justement traiter la menace, soit la supprimer, soit la récupérer. Donc là oui, je pense qu'effectivement les drones et les systèmes autonomes c'est une solution, mais inversement c'est une menace. C'est une menace pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement on l'a dit, on est dans un monde de menaces finalement hybrides, une compétition, une contestation exacerbée de zones, et puis en même temps une démocratisation quelque part de cette technologie, et on voit apparaître certaines sociétés privées qui proposent même aujourd'hui des robots, on va dire, habités sous-marins pour la plaisance. Donc ça décuple finalement aussi les capacités. Alors, une petite annonce, la FMS organise avec l'université le 24 novembre un colloque sur les sous-marins de plaisance. C'est un vrai phénomène. Donc, je suis très content que le sujet soit venu naturellement. Poursuivez. Voilà. Donc il y a aussi un phénomène de démocratisation. Et puis on l'a dit précédemment, problème de capacités qui sont effectivement avec un niveau de maturité technologique maintenant vraiment avéré. Et donc ces drones peuvent vraiment faire des choses qui sont de nature poser des problèmes concrets et réels à nos infrastructures dites critiques. Donc, je pense effectivement qu'il faut prendre la menace au sérieux. Il y a déjà des parades. Enfin, il y a la mesure, la contre-mesure, et puis la contre-contre-mesure. On peut aussi discuter de tout ça. Marc Delorme. Avant le 11 septembre 2001, personne n'avait imaginé cet inimaginable. Donc après le 11 septembre 2001, il y a eu beaucoup de scénarios pour imaginer le pire de ce qu'on pourrait subir en attaque terroriste. Après, ça s'est un peu calmé parce qu'il y en a eu moins finalement entre guillemets d'utilisation d'engins à des fins détournées de cette manière-là. Puis on a eu le Nord Stream là récemment sur les infrastructures critiques immergées. Nicolas soulignait tout à l'heure à quel point maintenant on recense le nombre d'infrastructures critiques immergées et on se rend compte de la vulnérabilité de l'ensemble. Il y a une prolifération des engins, ils sont très accessibles. Les jet skis sous-marins, qui sont des engins de commando marine, sont vendus sur Internet. Les sous-marins dont tu parles, Thierry, la société qui les produit annonce qu'en 2030, elle en aura vendu 1000. C'est des sous-marins aussi aujourd'hui qui descendent à 3000 mètres. Alors, il y a eu l'exemple dramatique privé. L'exemple dramatique du Titanic il y a quelques mois dont vous vous souvenez, donc ça a peut-être pas motivé beaucoup de gens trop vite, mais ils ont quand même un marché où ils arrivent à vendre des places pour embarquer sur ces engins-là.
Et donc ces engins-là peuvent être facilement détournés pour de la malveillance, sans parler de tout ce qui est engin d'État ou d'organisation étatique dont on ne connaît pas forcément toutes les caractéristiques pour ce qui est des intentions des États. Donc oui, la menace, elle existe. Côté underwater détection, justement, nous, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on s'intéresse au sujet et qu'on propose des solutions de protection de la menace immergée vis-à-vis d'infrastructures critiques comme des entrées de ports ou de stations oil and gas, et maintenant des infrastructures critiques linéaires comme les pipes, les câbles électriques ou les câbles télécoms. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est beaucoup plus facile d'acheter une webcam, mettre sur un grillage à l'entrée d'une base, contrôler des badges. C'est accessible, c'est pas très cher et c'est techniquement réalisable avec une technologie qui donne de la portée et de l'efficacité. Quand on va sous l'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, la détection n'est pas simple sous l'eau, quoi. La détection n'est pas simple, donc on a tout de suite affaire à des équipements compliqués, donc chers. Donc c'est vrai que tant que vous n'avez pas eu un accident, on hésite tous à payer son assurance et on est dans ce cas-là où pour s'assurer d'une certaine protection dans ce volume sous-marin, c'est des équipements quand même assez sophistiqués. Nicolas Mazzucchi, avant de parler de la stratégie française, quelle est la nature de la menace sur ces fameuses infrastructures linéaires dont nous a parlé Marc Delorme? Oui, merci beaucoup. J'allais y revenir justement. Alors, je veux pas du tout faire de l'alarmisme et dire le pire est devant nous. En fait, on n'en sait strictement rien et on ne peut pas le savoir. Néanmoins, si on regarde plutôt le passé immédiat, reprenons l'exemple de Nord Stream. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nord Stream? Finalement, pas grand-chose. Soyons honnêtes. Un gazoduc sous-marin qui, au moment où il est attaqué, n'est pas en service. Le seul impact qu'il y a, c'est une explosion qui est due au gaz résiduel qu'il y a dans le tuyau, puisque forcément, s'il n'y a pas de pression, le gaz se fige dans le tuyau. Il n'est pas utilisé. Il y a d'autres moyens de faire transiter à ce moment-là du gaz russe vers les territoires européens si nécessaire. Bref, en termes stratégiques, finalement, c'est très impressionnant au niveau de ce qu'on appelle le champ des perceptions, mais dans l'impact, on va dire, militaire et stratégique réel, finalement pas grand-chose. Le problème que moi j'identifie en tant qu'énergéticien, c'est cette question dont je parlais des câbles de transmission électrique. Pour une raison simple, c'est que contrairement à une infrastructure qui transporte du pétrole et du gaz, qui en fait n'est qu'une voie de passage finalement, et bon, si la voie de passage est détruite, à ce moment-là on peut en faire d'autres, un réseau électrique, par nature, doit être équilibré en permanence entre la production d'un côté et la consommation de l'autre. C'est-à-dire que si on coupe au milieu, si on coupe au niveau de la transmission, on déséquilibre en amont, on déséquilibre en aval. Ça veut dire qu'on a le risque de créer un blackout avant et après. Et là, on n'est pas sur les mêmes ordres de criticité et sur les mêmes ordres d'importance. De la même manière, aujourd'hui, on a tendance aussi, à mon sens, peut-être à surinterpréter le danger lié aux câbles de télécommunication, qui pour le moment sont quand même extrêmement redondants, alors sauf dans certaines zones du monde. C'est sûr que si vous allez en Polynésie française, il n'y a qu'un seul câble qui remonte vers Hawaï, mais si vous regardez de la communication transatlantique, on va dire assez basique entre les États-Unis et l'Europe, il y a une telle redondance qu'avant d'arriver à disrupter réellement la communication de manière profonde, il va falloir couper beaucoup de câbles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, mais ça veut dire que quand même, il y a, suivant les secteurs ou les sous-secteurs auxquels on s'intéresse, une forme de résilience qui est mise en place par le fait que l'infrastructure est multiple, ou au contraire, parce qu'on les a développés de manière très forte et très récente, et je reprends mon exemple justement des câbles de transmission électrique, là des criticités qui sont beaucoup plus fortes. Donc vraiment, ce sont des choses qui sont, j'allais dire, à regarder quasiment au cas par cas. La transition énergétique qui est en cours globalement dans l'espace euro-atlantique et de manière plus large dans le monde, amène à une électrification qui amène aussi à une décentralisation, qui amène à une modification de nos réseaux, et pour laquelle il va falloir de plus en plus se poser cette question-là. Le président Macron, dans son discours de Belfort, annonce le développement de l'éolien offshore avec 40 gigawatts de capacité de parc éolien en 2050. Ça veut aussi dire là, en fait, une criticisation du réseau électrique français de plus en plus vers la mer et le fond marin, que ce qu'elle est aujourd'hui, où aujourd'hui elle est quasiment inexistante, en tout cas du point de vue de la production électrique. Donc ça, voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que ce mouvement en fait de transition énergétique, mais aussi de transition numérique, va amener potentiellement à des risques plus importants de ce point de vue-là. Et dans ces conditions, là, effectivement, Nicolas, quelle est la stratégie de la France concernant les fonds marins ? Alors, déjà, ce qui est intéressant de voir quand on se pose la question, c'est de regarder comment est-ce qu'on appréhende ce que nous, on appelle au ministère des Armées la maîtrise des fonds marins. Déjà, on a une appréhension qui est commune avec les États-Unis, c'est de dire qu'on ne peut pas décorréler le fond de la colonne d'eau. Quand on parle maîtrise des fonds marins, c'est tout ce qui se passe entre la surface
et le fond. Ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui, les couches qu'on rajoute conceptuellement, mais aussi en termes de programmes. Effectivement, Alain en a parlé, cette volonté française d'avoir des programmes qui vont articuler des drones sous-marins autonomes pour faire une forme de, on va dire, de surveillance constante ou quasi constante, et des robots télépilotés qui là vont permettre d'agir sur des points, on va dire, plus précis, qui auront été repérés en avance par d'autres capteurs, à commencer par les drones autonomes. Cette vision-là, elle s'articule aussi avec ce qui existe déjà en termes de lutte sous la mer et en termes de guerre des mines. En fait, c'est plutôt une nouvelle couche qu'on vient ajouter à des savoir-faire qu'on a déjà au sein de la Marine nationale et au sein des forces armées pour en fait créer un espèce de continuum. On n'a pas séparé, on va dire en termes stratégiques et en termes de compréhension, le fond marin de la colonne d'eau, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays. Mais voilà, la France, comme les États-Unis et de manière globale les pays de l'OTAN, pas tous, mais en grande partie, ont fait cette vision-là. Après, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, quand on parle de fond marin, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle d'aller à des profondeurs de d'abord 3000 mètres, ensuite 6000 mètres. Pourquoi 3000 mètres ? Parce que 3000 mètres, ça permet d'atteindre à peu près 78% des fonds marins de l'ensemble de la planète, sachant que ces fonds marins sont cartographiés de manière précise à l'heure actuelle à peu près à 3%. On connaît précisément 3% du fond marin de la planète. Donc ça veut dire que déjà la première mission qui est donnée au travers de la stratégie de maîtrise des fonds marins, c'est connaître. Voilà. Déjà connaître, donc je vous dis 3000 mètres, 78% du fond, 6000 mètres qui est l'objectif final de la stratégie MFM, c'est 95% du fond. Pour vous donner un petit ordre de comparaison, la profondeur moyenne de l'Atlantique, c'est à peu près 3300 mètres. Donc déjà, ça donne une profondeur moyenne, on n'est pas du tout sur la profondeur maximale. Connaître, savoir qu'est-ce que le fond marin, y repérer déjà des choses qui existeraient, surveiller, et là, dans ce que disait Marc, on rentre dans toutes les complexités qui sont liées finalement à ce triptyque pour les engins qui sont effectivement l'autonomie, la précision du capteur et le système mission, et là où il faut investir, où il faut développer des capacités, et au cas où se présenterait une menace, intervenir. Agir pour effectivement soit récupérer des épaves, soit dissuader des compétiteurs d'être là, etc. Donc vraiment une stratégie qui se veut très intégrée, et une fois de plus, non pas en créant un nouvel élément d'un côté qui est décorrélé du reste, mais avec cette vision qui se passe sur toute la colonne et qui intègre en fait toutes les capacités qui sont déjà préexistantes, notamment la capacité guerre des mines, qui est un vrai savoir-faire français qu'un certain nombre de pays alliés avaient quasiment abandonné, que nous on a continué à maintenir et qu'on est très content d'avoir maintenu. Très bien. Juste très rapidement, est-ce que d'autres États ont une stratégie comme fond marin identique à celle de la France, enfin en tout cas celle qui a été publiée par le ministère des Armées? Je pense à l'Italie, non? Alors, très peu d'États ont une stratégie qui est très formalisée, publique. Il y a des États qui s'y intéressent, on sait très bien, les États-Unis par exemple, très clairement. Il y a un État comme la Chine, dont on sait très bien qu'il a un vrai intérêt sur les fonds marins, mais pas une stratégie publique formalisée. La Russie, Igor me détrompera si je dis une bêtise, mais dans sa stratégie maritime 2022 n'adresse pas spécifiquement le cas des fonds marins. On le voit apparaître en fait à un certain nombre d'endroits, mais il n'y a pas un élément spécifique par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est le cas italien, qui est un cas divergent du cas français, par exemple, où l'Italie a une vraie orientation stratégique très forte sur les fonds marins, mais en fait sépare le fond marin du reste de la colonne d'eau. C'est-à-dire c'est un domaine à part, c'est le domaine sous-marin, c'est une chose, le domaine des fonds marins, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des synergies et des complémentarités entre les deux, mais l'Italie, par exemple, a fait le choix conceptuellement de mettre le fond marin à part, avec aussi la volonté italienne de proposer la création d'un centre d'excellence OTAN qui est dédié justement à la question des fonds marins. Donc là aussi, il faudra voir comment on va pouvoir harmoniser, en tous les cas, un certain nombre de visions qui sont assez complémentaires, mais qui parfois peuvent être un peu divergentes sur certains points. Merci. Maintenant, je vous propose effectivement de parler de ressources des grands fonds marins. Donc, vous l'avez compris que notre ambassadeur de France en Jamaïque vit, quand il est en poste à l'étranger, des moments très forts. Il y a eu le Covid, mais il y a aussi cette décision du président de la République d'interdiction de l'exploitation des fonds marins, alors que la France a toujours été extrêmement en pointe par ses technologies, ses recherches. Je pense à l'Ifremer. Elle a une zone économique considérable, la deuxième mondiale, y compris un plateau continental étendu. Donc comment explique-t-on la position de la France à l'AIFM et comment prépare-t-on le COM minier? Bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet, monsieur l'ambassadeur? Merci Thierry. Alors effectivement, en négociation multilatérale, un bon diplomate doit toujours avoir deux costumes.
parce qu'il peut arriver qu'on sorte de réunion avec le costume tout déchiré. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, lorsque le président de la République a annoncé, c'était un peu une surprise, je l'avouerai, y compris pour moi, a annoncé cette décision. Et donc, tu sais, dans Tintin, quand le professeur Tournesol, il tombe dans sa machine à brosser les vêtements et c'est un Dupont qui sort comme ça. Je suis sorti un petit peu comme ça, puisque Montego Bay donc donne effectivement le droit d'explorer. On ne peut pas, aucun État, aucune entreprise ne peut aller explorer les grands fonds marins comme ça. C'est-à-dire qu'il faut passer un contrat avec l'autorité des fonds marins, présenter un plan de travail, d'abord sur 15 ans et puis ensuite qui est renouvelable tous les 5 ans, pour démontrer ce que l'on va faire. Et le but de ces contrats d'exploration est juridiquement de préparer l'exploitation. Et la France a 2 contrats, un contrat nodule dans la zone de Clarion-Clipperton et puis un contrat sur les sulfures polymétalliques sur la ride médio-atlantique. Alors un certain nombre d'États nous ont posé la question, mais quelles sont les intentions de la France, que voulez-vous faire? Il y a même certains délégués qui m'ont dit, mais monsieur l'ambassadeur, que faites-vous dans la salle? Donc ça a été assez violent. Et est-ce que la France va renoncer à ces contrats d'exploration? Alors bien entendu, on s'est battu bec et ongle pour ne pas renoncer. On ne renoncera pas à nos contrats d'exploration. Ça m'a valu la première visite d'un ministre français à la Jamaïque en 33 ans, en la personne du ministre de la Mer, M. Hervé Berville, qui est venu donc en juillet de cette année, pour expliquer la position française et puis 2, mieux comprendre ce qu'était l'AIFM. Et j'avoue que ça a été une visite extrêmement réussie, à la fois au plan multilatéral et puis au plan bilatéral, puisqu'au plan bilatéral, il a quand même rencontré 4 ministres en 2 jours de visite, et notamment il était venu expliquer cette position française. Nous avons placé le curseur de manière extrêmement élevée, extrêmement loin, mais cette position française va se faire dans le respect du droit des États. Et nous avons bien compris que Montego Bay donne un droit à exploration et plus tard éventuellement à exploitation, mais nous souhaitons porter cette position de dire voilà, c'est peut-être un petit peu dangereux et aujourd'hui trop prématuré. Excuse-moi, j'ai pas le mot français qui me vient à la tête tout de suite, mais anticiper. Voilà, de manière un petit peu anticipée d'envisager cette activité. Alors on s'est battu notamment en juillet, puisqu'un certain nombre d'États, vous savez qu'il y a cette fameuse clause des 2 ans, hein, on en a beaucoup parlé dans la presse, qui a été déclenchée par l'un des plus petits États au monde. C'est aussi la beauté du multilatéralisme, c'est-à-dire qu'un État qui a moins de 5000 habitants, Nauru, a imposé à la communauté internationale, elle n'a pas imposé, mais a activé cette règle des 2 ans qui est dans l'accord de 94, on ne va pas rentrer dans le détail, qui dit que un État peut demander à ce qu'un code minier soit achevé dans les 2 ans après sa demande, puisque Nauru patronne une entreprise privée avec des capitaux canadiens, de Metal Company, qui, elle, j'en ai parlé tout à l'heure, a fait un démonstrateur, a fait un premier test minier qui, selon elle, s'est montré concluant. Et donc, Nauru a demandé à ce que ce code minier soit réalisé dans les 2 ans. C'était en 2021, juillet 2021, donc on est arrivé à la date. Et alors, l'idée de Montego Bay, c'est que si le code minier n'est pas achevé, néanmoins, une entreprise ou un État peut déposer une demande de plan de travail, et ce plan de travail peut être approuvé de manière provisoire. Et ça, personne ne sait ce que veut dire provisoire dans ce cas-là. C'est une disposition qui tient dans 3 petits paragraphes, c'est 15 lignes en tout, c'est très sibyllin, et avec ces 15 lignes, éventuellement, on pourrait adopter et donc lancer l'exploitation avant même qu'un code minier ne soit adopté. Donc on a réussi à prendre une décision, et là, ça s'est aussi terminé un peu, c'est assez compliqué, pour dire que on a fixé une date butoir qui a été fixée. La première chose, c'est que il n'y aura pas d'exploitation sans code minier, donc on écarte un petit peu ce danger. 2, on a réussi à obtenir que si jamais un plan de travail d'exploitation était déposé avant l'achèvement du code minier, les travaux d'élaboration du code minier s'interrompent
et le code minier et le conseil se penchera sur la procédure. Il n'y a pas de procédure. Les juristes aiment bien les procédures. Il n'y a pas de procédure aujourd'hui. On ne sait pas comment on va le faire. On ne sait pas comment on va adopter un code minier de manière provisoire. Que veut dire le mot provisoire? Enfin, les juristes sont des gens un peu pervers parfois. Hein. On va chercher des chercheurs de petites bêtes. Voilà. Et donc, c'est assez dissuasif. Parce que si Nauru aussi dépose ce plan de travail, le code minier s'arrête et on va se mettre à parler du sexe d'échange. En gros, ça va être un petit peu ça. Donc ça va encore retarder les choses. Et puis avec une date indicative, une date de 2025, l'idée c'est de dire que le code minier, dans l'idéal, devrait être achevé en 2025, mais cette date reste indicative, tentatively. Voilà. Et donc, on n'est pas bloqué sur la date de 2025, ça peut être 2026, 2027, etc. 2025, c'est une octroi qui se déroulera à Nice. Ces moratoires, ces interdictions ont été faits au nom du changement climatique, de la protection de l'environnement, ce qu'on peut très bien comprendre. Mais effectivement, est-ce qu'on dispose d'études scientifiques qui permettent effectivement de prendre ce type de décision? Et est-ce qu'avec ces décisions de moratoire ou d'interdiction, est-ce que malgré tout, des études scientifiques vont se poursuivre pour effectivement évaluer l'impact, qui peut être effectivement dramatique, mais aussi qui peut être bénin? Quel est effectivement l'état dans ce domaine? D'accord. Alors sur le moratoire ou sur la pose de précaution, aujourd'hui on en est encore à des positions politiques. On n'a pas encore de décision juridique pour mettre en place ces dispositifs. Quand on parlait tout à l'heure, effectivement, c'est le mot que l'on voit toujours, 3%, seulement 3% des fonds marins sont connus. Je dirais ils sont réellement connus à hauteur de... Enfin, j'ai un peu fait le calcul, je suis pas bon en maths. Moi, je voulais être marin, mais j'étais trop mauvais en maths, alors j'ai été diplomate. L'ingénieur sait tout sur rien et le diplomate ne sait rien sur tout. Voilà, c'est à peu près ça. En fait, on connaît à peu près, vraiment, réellement, on connaît réellement 0,3-0,4%. Ces 0,3-0,4% correspondent aux 30 contrats d'exploration, en fait, quasiment, qui ont été c'est ce qui a beaucoup tiré la recherche. Voilà, c'est ce qui a beaucoup tiré la recherche, puisque quand on fait de l'exploration, il faut connaître le fond, il faut démontrer à l'autorité des fonds marins qu'on va faire de la recherche sur la nature des ressources, sur la manière dont on pourra les exploiter, et surtout, et maintenant de plus en plus, sur l'impact environnemental et sur la connaissance du milieu. Donc il y a énormément de choses, tout ce qui a été fait, tout ce qu'on sait quasiment sur les grands fonds marins, on le doit aux contractants de l'AIFM, c'est-à-dire notamment à l'Ifremer pour la France, qui ont une obligation de faire remonter de la donnée scientifique et notamment de la donnée environnementale. Alors, est-ce qu'on en sait suffisamment? Non, bien entendu. On n'en sait pas suffisamment, et donc nous appliquons le principe de précaution, qui est de dire que tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas de certitude, eh bien on s'abstient de lancer l'activité. Ça peut être à double tranchant. Dans une autre institution que je connais bien, c'est la CAMELAR, la Convention pour la conservation de la faune et la flore marine de l'Antarctique, où la France et l'Australie, par exemple, nous avons depuis maintenant une dizaine d'années un projet d'aire marine protégée dans l'Est Antarctique. Les États qui s'y opposent, pour ne pas les nommer, la Chine et la Russie, nous disent nous n'avons pas suffisamment de données environnementales pour prouver qu'on a besoin de protéger. Donc, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là du débat au sein de l'autorité, et tous les États du Conseil sont d'accord pour dire on n'a pas aujourd'hui vraiment suffisamment de données scientifiques. On a un premier test minier qui a été fait, et donc à partir de là, on va pouvoir mieux analyser et mieux vérifier comment les choses vont se passer. Alors ce premier test minier, j'ai compris que c'était Nauru, mais j'imagine que ce ne sont pas des entreprises de Nauru. Qui est derrière ce projet d'exploitation? Voilà. Alors le principe, comme on est dans le droit international, les explorateurs ou les futurs exploitants peuvent être des États. Hein, pour certains, ce sont des entreprises et des entreprises d'État. Nous, l'Ifremer, c'est un institut public, mais pour d'autres, ce sont des entreprises privées, complètement privées, comme les vôtres, par exemple, ou des entreprises style pétrolière. Mais ils doivent être parrainés par un État. C'est-à-dire que si l'exploitant se comporte mal, l'État est obligé de le réguler, puisqu'on est en droit international, hein, et donc l'État qui parraine est obligé d'appliquer la réglementation internationale à l'exploitant qu'il parraine. Donc effectivement, c'est une entreprise canadienne à l'origine, hein, de Metal Company, qui est donc parrainée par ce petit État de Nauru.
Et aujourd'hui, quels sont justement les États qui poussent à l'exploitation? Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait la Chine, donc le Canada. Il y a qui dans cette dynamique-là? Alors l'État ne pousse pas, au contraire. Le Canada s'est rallié à l'idée de moratoire ou de pause de précaution. Quels sont les États les plus avancés en fait dans cette exploration aujourd'hui? Bon, bien entendu la France, puisque la France a été l'un des premiers États à avoir lancé ses recherches. Vous avez des États comme l'Allemagne, la Belgique par exemple. La Belgique qui a aussi un contractant. Parmi les États les plus avancés, je dirais, c'est plutôt les États asiatiques aujourd'hui. Donc la Chine qui a 5 contrats, c'est l'État qui a le plus de contrats d'exploration sur les 3 ressources. Donc la Chine se met vraiment en position d'un jour pouvoir exploiter, mais pareil, il n'y a pas non plus de précipitation. La Russie a 2 contrats, le Japon a 2 contrats, la Corée, l'Inde est très avancée également, y compris sur la métallurgie, parce que c'est quelque chose d'aller ramasser les nodules, il faut ensuite les transformer en lingots sonnants et trébuchants pour pouvoir les utiliser de manière industrielle. Donc l'Inde aussi est assez avancée. Et puis on a des États qui n'ont pas l'industrie, mais qui parrainent des entreprises privées. C'est le cas de Singapour, c'est le cas de Nauru, c'est le cas de Kiribati, par exemple, des petits États du Pacifique, c'est le cas des îles Cook. Des îles Cook qui envisagent même de donner 3 licences d'exploitation dans leur zone économique exclusive. Donc là, elles font ce qu'elles veulent. Mais notamment des petits États insulaires du Pacifique. Et là, on voit que le Pacifique, aussi les États du Pacifique sont divisés. Certains sont pour l'interdiction, comme Vanuatu. Il y a 2 pays qui sont pour l'interdiction absolue, c'est la France et le Vanuatu. D'autres, Fidji a une position un petit peu fluctuante, et puis donc des États qui sont eux-mêmes patronants, Nauru et Kiribati, parce que ces États n'ont pas de ressources propres. Premier ministre des îles Cook que le ministre Berville a rencontré nous a dit nous l'océan c'est notre seule ressource. Le tourisme 2 ans de Covid, 0 ressources. Donc entre la pêche et l'exploitation des fonds marins, on n'a pas grand-chose d'autre, et donc on a l'intention d'y aller. Et voilà. Et ça fait 9000 ans qu'on habite sur nos îles. Vous les Occidentaux, vous avez pollué la mer, pollué l'océan, vous êtes responsables du changement climatique. Mes îles sont en train de disparaître, donc double peine. Je suis obligé de trouver des ressources pour survivre et pour vivre. Et donc pour moi, les fonds marins, c'est important. On est là depuis 9000 ans et nous sommes aussi préoccupés que vous par la protection de l'environnement. Donc on a aussi un discours comme ça. Merci. Alors si on peut afficher les questions, je ne les vois pas encore, mais en attendant j'ai une question complémentaire que je vais poser à Nicolas Masucchi. On a un problème, c'est qu'il y a un delta, c'est-à-dire qu'on voit que l'exploitation des ressources, elle n'est pas intéressante économiquement, et pourtant il faut entretenir une technologie qui va permettre d'être prêt et le faire à fond perdu. Comment on fait dans ces conditions-là? Très rapidement, avant de passer aux questions. Je vais me mettre là-bas parce que je les lirai mieux. Je vais revenir à ce que disait Alain, c'est la question de la dualité. De toute façon, la technologie dont on a besoin, que ce soit dans le domaine militaire, dans le domaine de la recherche scientifique ou éventuellement demain dans le domaine de l'exploitation, c'est une technologie duale. Il faut voir qu'aujourd'hui, quand on regarde, si vous regardez les principales entreprises de défense américaines qui commencent à développer ou qui développent du drone sous-marin autonome, ce sont habituellement des entreprises qui ont fait de la croissance en allant racheter justement des entreprises qui faisaient des drones civils. C'est le cas par exemple de General Dynamics avec Bluefin, qui se sont créés la plupart du temps par l'oil and gas, puisque c'est l'oil and gas qui a été l'industrie à la base du développement des drones sous-marins. Donc on a un vrai phénomène de dualité, et entretenir finalement la compétence technologique, même sans exploitation, par cette dualité, ne serait-ce que recherche militaire, pourra se faire. Donc à mon sens, il n'y a pas forcément de grande, comment dirais-je, de nécessité à l'exploitation pour avoir le développement de la technologie. Après, tout dépend à quel niveau on veut la développer. Très bien, maintenant je vais passer aux questions qui s'affichent. Ce que je vous demande, évidemment, vous l'avez compris, c'est de répondre rapidement. La première question, c'est pour Marc Delorme. On lui demande à combien de temps on estime le retard français dans le domaine des drones sous-marins par rapport aux autres grandes puissances. Est-ce que c'est comparable à celui des drones aériens? Alors Marc, mais si Alain veut compléter, il n'y a pas de problème. Alain complétera, parce que comme je le disais, nous on ne fait pas les plateformes. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que, et ça rejoint
la question du modèle économique. Oui, la recherche doit pouvoir drainer le financier qui permet aux industriels de développer, et d'imaginer et de réaliser. Néanmoins, voilà, en France et même plus largement en Europe, on n'est pas justement très bien loti côté industriel de ce côté-là. Alors l'État a manifesté une volonté particulière avec le plan de relance France 2030, les 4 objectifs du CIMER de 2022, dont l'un consiste à justement équiper la France d'un nouveau engin autonome d'exploration des grands fonds et d'un nouveau ROV d'action dans les grands fonds. C'est un AUV et un ROV. Et c'est à peu près la seule ressource publique jusqu'en 2030. Donc en dehors de ça, il y a beaucoup de financement, de guichets, de recherche et développement là, qu'on connaît tous, les uns par BPI, les autres par le Corimer ou par l'AID, etc. etc. C'est beaucoup de financement pour essayer de développer l'innovation, la recherche dans les startups, les PME, mais on n'a pas l'ambition à 10 ans, il faut le reconnaître, que d'autres pays ont affiché, par exemple la Norvège, qui de manière nationale s'est positionnée avec ses industriels pour prendre pied de manière massive dans ce domaine de la robotisation de l'espace maritime. Ouais, je note un point clé de la table ronde, là, important, ce que tu viens de dire. Alain. Oui, alors, je pense qu'effectivement, au moment où on parle, je pense que sans prétention, on peut dire qu'on est dans la course complètement. On est vraiment au niveau de l'état de l'art en termes de drones autonomes, que ce soit au niveau de la surface, on a vu le DRIX et son succès commercial, et puis également les AUV grands fonds. Je pense qu'effectivement, la dualité, c'est pour ça que je l'ai introduite en introduction, est très importante. On a commencé effectivement avec l'IFREMER pour des missions purement scientifiques, avec les Polars dans les années 80. Aujourd'hui, on est sur l'ULIX. On espérait effectivement que le marché de l'exploitation et de l'exploration des ressources minérales soit effectivement un marché porteur. A priori, effectivement, il va falloir encore être un petit peu patient. Du coup, on travaille avec le ministère des Armées sur la stratégie de maîtrise des fonds marins, et on est en train de travailler ensemble pour justement mettre en place un AUV grand fonds dédié à la maîtrise des fonds marins. Donc je pense qu'à date, aujourd'hui, on est effectivement dans la course et au meilleur niveau mondial sur les drones et les systèmes autonomes. Maintenant, effectivement, il y a une inquiétude, comme le soulignait Marc, en termes d'investissement de la puissance publique dans la durée, avec des moyens qui ne sont pas les mêmes par rapport à certains pays comme la Norvège, effectivement. Et puis en Norvège, en plus, c'est un très bon exemple parce que ça fait quand même 50 ans qu'ils exploitent le pétrole sous l'eau. Donc ils ont toute une industrie, une chaîne de valeur qui est dédiée à cette exploitation et qui peuvent tout à fait et facilement la transférer en fait au niveau de l'exploitation. Et puis sans parler des États-Unis où on connaît bien tous les programmes du DoD avec des dizaines voire des centaines de millions d'euros qui arrosent en fait la BITD américaine. Donc, ouais. Effectivement, il faut être vigilant par rapport à ça. Merci. Autre question. Est-ce qu'on connaît l'ordre? Alors c'est peut-être pour Olivier Guillon-Var, mais aussi vous quatre en fait. Est-ce que non, il faudrait descendre un petit peu. Elle a disparu ma question. Non, remonter en haut, pardon. Est-ce qu'on connaît l'ordre de grandeur des financements mobilisés par les puissances, c'est-à-dire USA, Chine, Russie, Europe, France, pour étudier et exploiter les grands fonds? Est-ce qu'on a un ordre d'idée, Olivier Guillon-Var, monsieur l'ambassadeur, grosso modo, est-ce que l'effort américain est sans commune mesure de celui de la France ou de la Chine? Qu'est-ce qu'on peut dire? Question un peu difficile parce que c'est peut-être un peu secret, ou dispersé dans de nombreux programmes aussi. Oui, alors j'ai pas les chiffres comme ça en tête directement. La réponse que je ferai, c'est que au sein des 36 membres du Conseil, la moitié, 18, sont représentants de la diversité géographique, et le Conseil est divisé en 5 chambres, et la France est constamment élue, réélue, enfin cooptée au sein de la Chambre des États qui sont les principaux explorateurs des fonds marins depuis longtemps, et puis qui ont investi le plus. Donc nous sommes clairement parmi les principaux investisseurs, mais j'ai pas vraiment l'ordre.
il est certain que la Chine, la Corée, le Japon investissent beaucoup. Les États-Unis, c'est ambigu parce qu'ils n'ont pas ratifié Montego Bay, donc ils n'ont pas le droit d'aller en tant qu'États-Unis, mais il y a des entreprises comme Lockheed notamment. Lockheed est assez investi. C'est eux qui sont le contractant de Singapour notamment, de la Grande-Bretagne. Enfin, donc au niveau des États-Unis, c'est plutôt des entreprises et non pas l'État. Mais j'ai pas de chiffres. Alain Fidani. Ouais, enfin, nous, c'est simplement une vision à notre modeste échelle et vue de notre fenêtre, on va dire. Nous, on trouve effectivement que l'implication de la puissance publique en direction des industriels pour développer ces technologies nous paraît insuffisante, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits récemment à travers France 2030, mais ça prend du temps, malgré tout. Nous, le dernier PEA qu'on a dû faire dans le domaine du maritime et du sous-marin, c'était le PEA Espadon, avec Thales et puis avec Naval Group. C'était il y a presque 10 ans, en fait. Et depuis, nous, en tant que PME, maintenant ETI, on n'a pas eu accès à des financements particuliers pour développer la technologie. Donc, heureusement également, comme je l'ai indiqué en introduction, que 80% de notre chiffre d'affaires, il est réalisé à l'export. Donc finalement, c'est à l'export qu'on arrive à trouver effectivement des opportunités qui nous permettent de nous maintenir et de développer la technologie. Mais c'est pas forcément suffisant, et pas forcément satisfaisant non plus. Après, aujourd'hui, il y a aussi le guichet de l'Europe. Il y a le Fonds européen de défense qui a été mis en place il y a 2-3 ans. Et qui est aussi une opportunité de financement, en tout cas de la R&D, à un niveau qui reste modeste, mais qui est quand même intéressant, et on participe régulièrement chaque année à ces appels à projets, et on rentre dans des consortiums européens avec des grands maîtres d'œuvre qui généralement sont en leader sur ces appels à projets, mais qui nous permettent malgré tout de travailler sur le cyber warfare, sur la lutte sous-marine, sur la guerre des mines, etc. C'est intéressant. La FMS a fait une étude sur les fonds marins en Méditerranée. Justement, une des conclusions, c'était de constater qu'il y avait un vrai problème de coordination interministérielle de ce programme. Et donc, on appelait effectivement à ce qu'il y ait véritablement une coordination pour avoir une vraie dynamique, comment le dire. Question pour Nicolas Mazzucchi, c'est que fait-on pour protéger nos zones économiques d'un piratage des fonds marins et de leurs nodules par la Chine sans avoir les navires nécessaires à la surveillance? Je pense, Nicolas, que vous allez pouvoir nous rassurer là-dessus. Alors, déjà, donc si je reprends cette hypothèse, donc partons de ce scénario, c'est comment la Chine ferait du piratage de nodules polymétalliques. Donc, soit elle enverrait des drones sous-marins depuis la Chine pour aller récolter des nodules polymétalliques, eu égard à la profondeur des fonds en Polynésie, etc., 3 points de suspension, ça serait très compliqué. Pour ne pas dire, à l'heure actuelle, technologiquement, même sans avoir de boule de cristal, quasiment impossible. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, imaginons qu'elle fasse ça, je reste dans le scénario, elle utiliserait donc un bâtiment de surface comme base. Donc à partir du moment où il y a un bâtiment de surface comme base, à ce moment-là, on rentre dans l'action de l'État en mer, on rentre dans ce qui est le quotidien de l'intervention de l'amiral en charge des forces du Pacifique, d'Alpaci, des forces françaises prépositionnées en Polynésie, c'est-à-dire on fait du contrôle maritime. Donc à ce moment-là, la question, elle se pose à l'heure actuelle et sans avoir pour le moment, même si c'est inscrit dans la stratégie de maîtrise des fonds marins, la volonté, une fois de plus, de connaître, surveiller et intervenir dans le fond. Là, pour l'instant, si on est dans ce scénario-là, l'intervention, elle se ferait au niveau de la surface. Je veux revenir justement sur un petit quelque chose. Pour l'instant, la manière dont on a abordé les choses, et ce qui est la réalité, c'est qu'on l'a pris de la surface au fond. Mais ce qu'il faut comprendre dans la question de la maîtrise des fonds marins de manière étendue, de manière au niveau stratégique, c'est que ça ne va pas de la surface au fond. Ça va de l'espace extra-atmosphérique jusqu'au fond. Donc il y a aussi une question qui est liée à la surveillance satellitaire, de voir quels objets sont à la surface, quels objets potentiellement larguent des drones, des charges, des choses vers le fond, qui permettent aussi à partir de là de se dire, tiens, bizarrement, il y a un bâtiment qui est stationnaire, dont on sait qu'il a mis à l'eau des objets qui sont partis vers le fond, donc ça peut quand même donner un certain nombre de choses, un certain nombre d'interrogations. Donc vraiment, la maîtrise des fonds marins ne se limite pas qu'à la question de la colonne d'eau, elle va aussi bien au-delà, et c'est vraiment quelque chose de totalement transverse, qui est d'ailleurs aujourd'hui le cas de la stratégie navale de manière globale. Un de nos sujets cette année sur l'assurance maritime, mais on en reparlera l'année prochaine, parce qu'on fera peut-être une table ronde sur l'assurance maritime, enjeu important. Le moratoire sur l'exploitation des fonds marins prôné par la France ne constitue-t-il pas la perte d'une opportunité stratégique et économique pour la France, monsieur l'ambassadeur? Question compliquée pour un ambassadeur. C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Non, parce que nous le voyons ici, nous avons des industriels qui développent des technologies pour explorer. Et le moratoire ou l'interdiction, son corollaire, c'est l'augmentation
de la donnée scientifique. Nous avons besoin de davantage de données scientifiques, nous avons besoin de davantage de connaissances. Et moi, je serais ravi, alors je parlais d'un de vos concurrents, la société Abissa, qui est membre du cluster maritime. Et donc l'an dernier, on a fait rentrer le cluster maritime au titre des observateurs à l'AIFM, et donc c'est la société Abissa qui est venue représenter le cluster maritime en tant qu'observateur. Et donc on a fait avec Abissa ce qu'on appelle un side event. Et donc Abissa est venu présenter sa technologie, enfin, c'est-à-dire de quelle manière ils peuvent mettre en œuvre des drones qui agissent un petit peu en meute en quelque sorte pour récolter de la donnée. C'était très intéressant parce que alors dans le cadre du code minier, on se pose la question de la compliance, de la surveillance. C'est-à-dire que si un jour des exploitants vont exploiter, il va falloir les surveiller, vérifier que ce qu'ils font correspond au code minier, qu'ils ne sortent pas des clous. Et là, on aura besoin de caméras, de senseurs, de choses, et pourquoi pas effectivement de drones, de sortes de chiens de garde de berger qui vont aller tourner autour des futures exploitations et qui vont voir si ils respectent bien la réglementation. Donc au contraire, les entreprises françaises, la technologie française devrait trouver à s'employer à ce niveau-là. À l'infini. Non, juste un petit complément par rapport au propos de l'ambassadeur sur Abissa. En fait, c'est un partenaire. Hein. Pour nous, c'est un partenaire parce qu'on travaille avec eux, justement, pour développer des systèmes de meute de drones, de manière à décupler finalement la capacité à explorer de grandes étendues. Et c'est également un client. Société de service, nous fournissons des équipements en fait, à Abissa en fonction des opportunités. Juste une petite précision. Alors, une autre question, un peu compliquée, donc écoutez-la bien. Le besoin des systèmes autonomes va devenir indispensable pour protéger nos infrastructures et nos ressources critiques. Dans ce nouveau paradigme, l'autonomie décisionnelle distribuée deviendra-t-elle le prochain game changer? Marc, tu veux relire? Non, l'autonomie décisionnelle distribuée, autonomie décisionnelle contrôlée, autonomie décisionnelle supervisée. Donc, je ne sais pas quelle question, mais chacun derrière qui est lié à son marketing. Près de la bouche, micro. Pardon. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, si on veut envoyer des engins relativement intelligents, c'est-à-dire capables de réagir à ce qu'ils voient, à ce qu'ils mesurent et à l'imprévu, oui, il faut de l'autonomie décisionnelle pour mettre dans ces engins. Et c'est effectivement un défi pour augmenter les capacités. Sinon, le temps de réaction pour ce qui relève de la protection ne sera pas au rendez-vous. Si on attend que l'engin remonte et délivre sa data 24 heures ou 36 heures plus tard, s'il y a eu un souci de surveillance, c'est ensuite trop tard. Donc, le temps réel est nécessaire et avec ce temps réel vient l'obligation de cette autonomie décisionnelle. L'autonomie décisionnelle, c'est savoir interpréter la donnée mesurée et savoir en tirer une conclusion et une décision. Donc aujourd'hui, pour des senseurs sous-marins, si on voulait prendre une image que du coup je connais assez bien, un sous-marin moderne qui est truffé de senseurs, et notez qu'il n'y en a aucun qui est humain. Il n'y a aucun senseur humain qui permet de piloter un sous-marin nucléaire aujourd'hui. Donc c'est tous des senseurs derrière lequel se met l'homme, mais il faut quand même un équipage complet aujourd'hui pour piloter le bateau. Donc c'est ça la difficulté. Cela dit, on peut imaginer que c'est accessible au sens où, effectivement, aujourd'hui, un équipage d'un sous-marin moderne, avec que des senseurs qui ne sont pas humains, pilote, réagit à des situations de détresse ou de critique. Donc les gens qui imaginent mettre de l'autonomie décisionnelle sont pleins d'espoir. Il y a déjà des bonnes avancées qui montrent qu'on est capable de faire des choses pour effectivement donner de l'autonomie de permanence sur zone à ces engins. Alain Fidani. Oui, juste pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marc. Effectivement, c'est un sujet de fond et
on y consacre effectivement beaucoup d'énergie parce que c'est fondamental. Donc à travers notamment des technologies d'IA qui sont aujourd'hui effectivement très puissantes. Moi je dirais qu'il y a un continuum finalement d'autonomie décisionnelle. En fait, depuis l'action réflexe, parce qu'il faut réagir immédiatement. Il y a un obstacle devant l'engin, la pente change. Donc avec les capteurs qui sont embarqués sur l'engin, parce qu'il n'y a pas d'homme hein, pour le coup, c'est des engins autonomes, il faut réagir immédiatement. Les engins effectivement se déplacent à 4 nœuds, 5, 6, 7, 8 nœuds, et on ne peut pas se permettre d'attendre 20, 30 secondes qu'un opérateur en surface. D'ailleurs, on a vu les problèmes de communication que Marc a expliqué, c'est pas possible. Donc il faut que localement, on ait une décision, une réaction immédiate de l'engin. Alors après, effectivement, ça c'est une réaction locale. Après, il peut y avoir effectivement des circonstances dans la mission, peut-être dû à des problèmes de l'engin ou alors à des conditions environnementales qui font qu'on doit reprogrammer tout ou partie de la mission. Donc là, effectivement, on peut remonter au niveau du contrôle-commande de l'engin, qui peut aussi prendre un certain nombre de décisions, et puis voir au niveau de l'opérateur s'il y a vraiment une modification importante de la mission à réaliser. Voilà. Donc pour moi, effectivement, et pour nous, il y a tout un continuum d'autonomie décisionnelle à prendre en compte. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on peut dire que la France manque de cohérence lorsqu'elle a une stratégie d'exploration et d'exploitation des fonds marins? Alors, c'est 2015, je me rappelle, on l'avait fait ensemble, 2018, et que dans le même temps, effectivement, on annonce une interdiction d'exploitation des fonds marins. Est-ce que c'est un manque de vision stratégique ou est-ce qu'on est plutôt dans le domaine de la décision politique? La cohérence, c'est de s'adapter à la situation. La situation change, donc la cohérence change. Voilà. Non, on est clairement dans le cadre d'une décision politique qui est prise dans le cadre d'une diplomatie maritime. La France se dote, enfin, il n'y a pas de décision comme ça annoncée, mais on a vraiment désormais une vraie diplomatie maritime avec la nomination d'un ambassadeur chargé des océans et des enjeux maritimes, Olivier Poivre d'Arvor, qui développe une diplomatie maritime vraiment, je dirais, tous azimuts, hein, à la fois sur la surface, dans la profondeur, sur les fonds marins, sur la question des pôles également. Donc, et nous avons vraiment moi, dans mes instructions d'ambassadeur en Jamaïque, j'ai quelques éléments de diplomatie maritime, y compris la défense des intérêts économiques français, etc. Donc tout cela s'inscrit dans le cadre plus générale d'une diplomatie maritime et plus générale d'une diplomatie de l'environnement dans laquelle la France est à la pointe de tout ce qui concerne la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Or, on sait que les océans c'est la pompe à chaleur et le système de climatisation de la planète. Et donc, si on veut pouvoir efficacement lutter contre le changement climatique, il y a des actions un peu ponctuelles à prendre, mais il y a aussi une action très générale et très globale de protection des océans et notamment de préservation de la capacité de l'océan à absorber l'excès de chaleur de la Terre. Donc ça fait partie d'une stratégie globale et d'une politique globale. Merci. La question suivante, je ne vais pas en parler parce que c'est le pillage des ressources dans la zone économique, donc on l'a déjà évoqué. En revanche, il y a une autre question qui me plaît beaucoup parce que justement, on va la traiter lors de notre colloque le 24 novembre sur les sous-marins de plaisance parce qu'il pose effectivement un sujet. C'est comment, Marc, toi qui es sous-marinier, comment on réglemente la navigation sous-marine d'engins qui sont dans la colonne d'eau? Est-ce qu'il y a l'équivalent du règlement international sur la prévention des abordages en mer, le RIPAM? Comment font les militaires? Je crois que c'est comme ça qu'il faut commencer. Aujourd'hui, non, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que le sous-marin est entièrement responsable de sa sécurité et de la responsabilité de dommages qu'il pourrait créer dans la mesure où il est sous l'eau. Et après, quand il est en surface, il se comporte comme un bâtiment de surface, comme les autres. Donc, c'est justement la phase critique pour tous les sous-mariniers de l'immersion périscopique, où il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il est responsable de tout, mais il est déjà en surface, donc très vulnérable, mais complètement responsable. J'imagine pas que à court terme, on ait moyen juridique de réglementer cette navigation sous-marine. Ça me permet de répondre en même temps à d'autres questions sur est-ce que c'est la menace future, la question en bas de ce qu'on a évoqué des infrastructures critiques immergées, etc., vis-à-vis de ces engins sous-marins. Non, à mon avis, il n'y aura pas de réglementation à horizon visible.
et parce que oui, la menace, on l'a citée, et parce qu'elle correspond à un critère qui est unique dans ce monde sous-marin opaque, qui est l'anonymat. Donc on le retrouve uniquement que dans le cyberespace aujourd'hui, cet anonymat. Et on a créé un cyberespace, l'homme a créé un cyberespace qui est un univers anonyme, et on en a un qui existait dans la physique et dans la nature, qui sont les océans et le domaine sous-marin. Et donc ce milieu opaque donne à la menace une caractéristique d'anonymat que connaissent bien les sous-mariniers qui exploitent toute cette menace sous-marine et qui est très particulière dans le monde politique et diplomatique. Regardez les conséquences. Nord Stream, quand elle a explosé, comme on ne sait pas qui c'est, aucune représaille possible, entre guillemets, que ce soit diplomatique, politique ou militaire. Les Sud-Coréens qui se sont fait couler une corvette il y a déjà des années, ça fait un pataquès diplomatique régional, mais impossible d'attribuer la faute. Et donc, avec cette absence de réglementation, viendra également le caractère aigu de cette menace sous-marine. On l'a dit, parce que maintenant elle est accessible facilement, et parce qu'elle a ce caractère de l'anonymat qui lui donne une force unique parmi toutes les menaces qu'on connaît sur Terre ou dans les airs. Oui, mais alors là, c'est vraiment le sous-marinier qui répond, parce que je te rappelle qu'il y a quelques années, 2 SNLE, un Français et un Anglais, se sont rentrés dedans en Atlantique. Et il y a bien des dispositions qui ont été prises après pour éviter le renouvellement. Donc moi, effectivement, je pense qu'effectivement, il n'y aura pas forcément de réglementation juridique. En revanche, il me paraît important que dans l'avenir, comme les sous-mariniers parlent, ils parlent de boîtes. C'est-à-dire que vous savez que si vous êtes dans telle zone et que vous plongez, a priori, il n'y aura pas d'autres sous-marins. Mais c'est un sujet que je vous invite à voir pour notre futur colloque. C'est un sujet qui sera intéressant. Il y aura la navigation militaire, mais pour la réglementation civile, l'État côtier va avoir une obligation, c'est d'assurer la sécurité de la navigation, qui est une obligation du préfet maritime. Et si la navigation sous-marine se développe, il faudra bien qu'on prenne des dispositions qui sont au moins des réservations de zones et autres. On va passer là-dessus. Après, j'ai un acronyme que je ne comprends pas bien, c'est TRL. Quel niveau de TRL actuel ou verrou technologique pour un engin autonome susceptible d'exploiter des ressources minérales sous-marines par fond supérieur à 2000 mètres? TRL, c'est... Technologie Readiness Level. En fait. D'accord. C'est le niveau de maturité technologique. Ah, très bien. Je suis content, j'apprends plein de choses. Alain Fidani, quel niveau? Alors, c'est un peu compliqué comme question parce qu'en fait les drones sous-marins, on va dire, c'est une petite partie de l'équation, on va dire, dans l'exploitation minière sous-marine. On va dire. Les drones dont on parle depuis le début de la table ronde, c'est des drones qui sont plutôt faits pour l'inspection, pour la collecte de données. Donc là, quand on parle d'exploitation minière, là on parle d'engins vraiment de mine, c'est-à-dire en fait de gros engins qui vont être téléopérés depuis la surface, qui vont faire de l'excavation, qui vont transporter du minerai vers des concasseurs qui vont avec des pompes faire remonter les minerais par des risers verticaux. Enfin, je sais pas. Peut-être l'ambassadeur me contredira, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est l'ordre de la mine et c'est pas les engins dont on parle depuis le début de la table ronde. Donc effectivement, ces engins-là dont on parle depuis le début sont en capacité de faire de l'exploration, de caractériser le sol, de prendre des échantillons, etc. Mais après, quand on parle vraiment d'exploitation minière, on parle encore d'autres engins. Mais je pense qu'il n'y a pas d'obstacle technologique. Hein, on est aujourd'hui au fond des mers. On peut exploiter à 2000, à 3000, à 6000 si on veut. C'est qu'une affaire de monnaie. Hein. L'oil and gas va à 3000 quand le prix du baril était suffisant pour aller explorer à 3000. Il ira à 6000 si le prix du baril était suffisant pour aller explorer à 6000. Mais aujourd'hui, on n'a plus de blocage technologique pour mettre des engins, quels qu'ils soient, jusqu'à 6000 mètres. Très bien. Bah, écoutez, il me reste à vous remercier. Bon, vous dire que, finalement, je pense qu'on peut les applaudir. Vous avez devant vous un animateur de table ronde comblé et heureux parce que vous avez pu voir la qualité des intervenants. Je pense qu'effectivement, la France doit être fière d'avoir des hommes et des femmes qui, comme vous, répondent à ces enjeux majeurs de demain. Vous avez bien, je dirais, répondu brièvement et autres. J'ai pu poser beaucoup de questions, ce qui est assez difficile toujours, donc ça a rendu ce sujet vivant. Et puis vous remercier d'être venus très nombreux.
Ça nous fait très plaisir. Mais je suis vraiment désolé et confus pour ceux qui sont restés debout. J'avais bien dit que cette table ronde était passionnante et qu'il fallait une salle plus grande. Donc on fera mieux l'année prochaine sur le sujet maritime. Un grand merci à tous et bon appétit.